Passez de chaleureuses fêtes de fin d'année sur France 2 avec Dolce Vita de Gaz de France. De l'élevage au fumage du saumon, de la conception des jouets à la création des bulles de champagne idéales, Jérôme Bonaldi et Églantine Émeillé passent Noël au microscope. Dans un instant, on vous dit pourquoi, spécial Noël. Vous êtes enrhumé. Humex Rhume est efficace, de jour comme de nuit. Humex Rhume est un médicament réservé à l'adulte. Lire attentivement la notice. Rasez-vous avec Cool Skin de Philly Shave et son gel hydratant contre les irritations. Ou choisissez le confort personnalisable de Sensotec et adaptez-le à votre type de peau. Deux façons différentes de se raser, mais une satisfaction identique. Les tests le prouvent. Hydraté, personnalisé, satisfait, Philly Shave. Oh, une pochette cadeau. Et regardez, c'est plein de jeux. Pochette cadeau, 20 €, mieux vaut en prévoir pour tout le monde. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête. Et ta grippo, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Les chéris, j'ai mis les nuggets dans le tiroir. Des nuggets dans le tiroir? Avec Fridelis de Moulinex, pendant que les nuggets attendent dans le tiroir maintien chaud, les frites finissent de cuire. Tout va bien, les chéris? Moulinex. Laser Storm, la nouvelle perceuse de Black & Decker, allie puissance et performance. Son niveau laser détachable projette une ligne droite pour marquer avec précision tous vos points de perçage. Comme ça, tout ce que vous installez est parfaitement à niveau. Elle est pas belle, la vie? Créez votre propre univers avec Black & Decker. Osez la brillance à reflets changeants. Nouveau Glam Shine holographique de L'Oréal. Pour des lèvres aux reflets vibrants, changeants. Volume effet glamour en 3D. Nouveau Glam Shine holographique de L'Oréal. Flower by Kenzo. Quand on traverse Fès, on a souvent l'impression de traverser un musée. Et bien que ses portes soient toujours ouvertes, on a vraiment du mal à la quitter. La fête du jour, c'est ton mariage. On va pas faire en même temps Noël, Halloween et le grand pardon. Ah, il faut toujours qu'il ouvre sa gueule. Le cœur des hommes en double DVD VHS avec RTL2. Se sentir bien. Se sentir être. Être soi-même. Enfin. Entrer dans l'un des 600 instituts de beauté Yves Rocher. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Comment un fromage si fort peut être aussi fondant? Le plaisir Saint-Agur, si fort, si fondant. France 2 vous donne rendez-vous avec Dolce Vita de Gaz de France. De l'autre côté du miroir,
basculer dans la télé-irréalité. Je le fais d'abord par l'impression que j'ai eue quand il est rentré en scène. Ah, mais c'est un garçon qui procure des émotions extraordinaires. Voir l'invisible. Je suis encore tout ému. Rencontrer son double. Tu m'as cerné, tu m'as un peu démasqué. C'est très étrange comme sensation. Je me vois moi-même, comme je suis aujourd'hui. C'est même troublant. Fusionner avec les émotions de l'âme. Je vous invite à partir avec moi de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, Patrick Sébastien repousse les limites de l'imitation. Mardi soir sur France 2. Pom, 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 pom. Oh, oh. Envie de finesse, Lindt crée l'instant magique où le fondant et la fraîcheur s'unissent au cœur d'un Pyrénéen de Lindt. Laissez-vous emporter par ce frisson de plaisir unique. Les Pyrénéens de Lindt, le chocolat frisson. Avec une bouche en pleine santé, riez en toute confiance. Aquafresh blancheur multi-action. Un dentifrice complet. Pour une bouche bien protégée et des dents plus blanches. Aquafresh, sûr de votre bouche, sûr de vous. Tu peux fermer la cocotte s'il te plaît? Je peux pas, j'ai pas de main. J'y arrive? Ouais. Clips au contrôle, élu produit de l'année. Seb, c'est bien. Ah, les nôtres, ils sont toujours fourrés dehors. Et puis ça n'a pas d'heure. Ils n'en font qu'à leur tête. Ça court à droite, ça court à gauche. Je peux pas toujours être derrière. Et vous acceptez ça? Ça a toujours été comme ça, Aloué. Regardez-les. Pas de barrière. C'est ça la liberté. C'est pour ça qu'elles font de bons œufs, nos poules. Fermier de Loué, nous partageons les mêmes idées. Oui, c'est moi, juste pour te dire que ce soir on n'est pas 5, on sera 12, j'ai croisé les Morisset. Oui, c'est encore moi, la petite de Lily, elle a eu un problème avec un poney. Bon, enfin, je t'expliquerai. Donc ce soir on sera 4. Non, 6. Enfin 7 avec toi, quoi. Oui, c'est encore moi. Finalement, est-ce qu'on peut pas faire ça demain parce que je suis fatiguée? Ingénieux de Tefal, facile à ranger et à déranger. Tefal vous réussit. Ta brosse, ton coussin, tout y est. Ton gourmet gold? Mais oui, je l'ai. Tu le veux maintenant? D'accord. Comment ne pas succomber aux irrésistibles recettes Gourmet Gold? On peut y aller maintenant? Gourmet Gold, comment lui résister? Mercredi 24 décembre, super cagnotte de Noël de 7 millions d'euros. Loto, à quel tour? L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Nous interrompons nos programmes, on nous informe qu'un drame vient de se produire. Il nous faut de l'aide. Autour du conte imaginé par Zazie, les artistes de Solancy entrent sous un chapiteau enchanté pour fêter la nuit de Noël. Pour moi, c'est Noël. C'est vraiment Noël. Puis c'est une belle aventure. En plus, il y a une chose qui est très belle, c'est que c'est aussi pour les enfants. Je sais ce qui peut sauver notre chef Big Mama. C'est une pierre. Il nous faut la pierre. Avec Maïté Nabiraben et Guillaume Durand, tournez les pages d'une belle histoire, celle de Sol en cirque, mercredi soir sur France 2. Km de shopping avec un seul plein. Nouvelle Opel Agila Diesel Common Rail. Avec Club Internet, chacun peut choisir son Internet. Voici celui de Claire. Elle aime partager immédiatement ses émotions. Club Internet, pour 29,90 € par mois, lui a donné accès au débit grande vitesse. Avec Club Internet, construisez l'Internet qui vous ressemble. Club Internet, l'Internet puissance vous. Abonnez-vous au 3204. Super soirée hier, non? On s'est encore couché très tard. Crème Q10 de Nivea Formen. Un soin hydratant et revitalisant pour une peau en pleine forme. Je comprends vraiment pas pourquoi tu dois faire tout ça. Crème Q10 Nivea Formen. Que c'est beau d'être un homme. Grosse truffe. Je te vais. Il a pris du haut débit à 128K alors qu'on peut avoir 8 fois plus rapide pour le même prix. Pauvre tâche. Free, maintenant pour 29,99 €, le haut débit est à 1024K. Foie gras, doigts frais. Foie gras,
doigt frais, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt froid, foie gras, doigt frais. Entraînez-vous à parler sans compter. Foie doigt. Les Super Infinis Noël, vos appels sont gratuits et illimités soirée week-end et Orange World est offert. Série limitée. Come together. DK présente le nouveau disque de Cecilia Bartoli, de Salieri Album. Cecilia Bartoli, de Salieri Album, une voix unique, un disque somptueux, un disque DK. Envie de finesse? Découvrez les savoureux petits desserts de Lindt. Bûche de Noël, tiramisu, tarte citron et tous les autres petits desserts de Lindt. Lindt, la passion de la finesse. La cale est pleine, le poisson est beau, il est presque aussi épais que du lard. T'as pas ramené tout le monde. Maudit soit le bon Dieu et sa Sainte Vierge! Bonjour, patron. Non, pas patron, capitaine. Patron, c'est pour les culottes de velours. J'aimerais naviguer. C'est pas avec moi qui naviguera. Ah non. Reste à terre, maudit con. Quand la mer vous appelle, c'est dur d'y résister. Il y a combien de temps que t'es pas retourné dans tes montagnes? Ça va bientôt faire 1 an. Y'a donc personne qui t'attend là-bas? Non. Quand les rêves prennent le large, s'impose le choix d'une vie entre terre et mer. Dès demain et toute la semaine à 13h50 sur France 2. Joyeuse fête sur France 2. Sur France 2, faites le plein de divertissement avec les magasins Spar. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de On vous dit pourquoi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Églantine. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? C'est une expérience scientifique? Non, je me suis cassé le pied. Ça va durer 3 semaines, je passerai à Noël avec un pied dans le plâtre, hélas. Bonne fête quand même. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles maintenant à notre rendez-vous mensuel. Ce soir, on vous propose un numéro de On vous dit pourquoi exceptionnel. Effectivement exceptionnel, puisque vous le savez, nous sommes à 3 jours de Noël et les scientifiques ont leur mot à dire effectivement sur votre soirée, votre fête, ce que vous allez manger. Alors on avait envie d'en parler. Tenez, par exemple, les huîtres et le saumon que vous allez manger pendant les fêtes n'ont rien à voir avec les huîtres et le saumon que mangeaient vos parents ou vos grands-parents, parce que la science est passée par là. Les scientifiques qui s'intéressent également au champagne, on vous dira tout à l'heure comment, les mêmes scientifiques qui font appel à des chercheurs pour les jouets. Comment est-ce que les industriels utilisent la science et la recherche pour mieux séduire vos enfants? On verra ça tout à l'heure. Voilà, tous ces sujets sont au sommaire de ce On vous dit pourquoi spécial fête. Regardez un aperçu. Nous vous révélons comment les fabricants de jouets utilisent des études scientifiques pour séduire vos enfants. Ils étudient les émotions des petites filles et des petits garçons, leur perception des couleurs et des sons. Il y a 20 ans, le saumon était un produit de luxe. Aujourd'hui, c'est le poisson le moins cher du marché. Il est de plus en plus gros et de plus en plus rose. On vous dit pourquoi. Nous vous disons également comment les chercheurs ont inventé une huître parfaite. Quelle est la vitesse d'un bouchon de champagne? Pourquoi y a-t-il des bulles dans ce vin gazeux? Comment se forme la mousse? On vous dit pourquoi des scientifiques étudient tous ces phénomènes. C'est à Noël que l'on vend le plus de parfums. Mais comment invente-t-on un nouveau parfum? Pourquoi autant de secrets dans leur fabrication? Un des grands nés français nous a ouvert ses portes. Puisque ce On vous dit pourquoi est un spécial fête, on vous propose de commencer tout de suite avec les jouets. Vous avez sans doute des enfants, ils ont écrit au Père Noël, ils ont passé leur commande, bref, ils ont choisi leurs jouets. Ça, c'est ce que vous croyez. En réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et oui, les jouets que vos enfants ont commandés, on les a un petit peu aidés, on les a incités. Il y a des scientifiques qui ont travaillé en étroite collaboration avec les fabricants.
Mais ça n'est pas tout. Les fabricants utilisent de plus en plus, par exemple, des psychologues qui sont spécialistes du comportement de l'enfant chaque jouet. Ces psychologues sont là systématiquement à chaque sortie de nouveaux jouets. Forme, texture, couleur, comment les industriels séduisent nos enfants, c'est un reportage de Vincent Châtelain. Nous sommes dans le Jura, un département difficile d'accès en hiver. C'est pourtant ici que s'est développée l'industrie du jouet. À l'entrée de ce petit village, le plus grand fabricant français. Ici, chaque année, on lance 50 nouveaux jouets sur le marché. Pas question de se tromper, car pour être rentable, un jouet doit se vendre au minimum à 40 000 exemplaires. Et au XXIe siècle, pour vendre autant de jouets, les industriels font appel à la science. Voici les études internes de ce fabricant. Ce sont des études scientifiques que nous nous sommes procurées. De telles études, ce fabricant en commande 500 par an. L'une d'elles concerne la perception de la couleur chez l'enfant. Et là, c'est très technique. Les scientifiques expliquent. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde. L'œil humain peut distinguer 150 tonalités de couleurs. Pourquoi un fabricant de jouets s'intéresse-t-il à la longueur d'onde des couleurs ? Tout simplement pour séduire les enfants. Et cela va très loin. Car les scientifiques expliquent que tous les enfants ne voient pas les couleurs de la même manière. Cela varie en fonction de l'âge. Christian Taillard est docteur en psychologie et spécialiste du comportement de l'enfant. Il est employé par ce fabricant de jouets. À ce titre, il organise des séances de groupe pour tester les prototypes. C'est lui qui a révélé au fabricant qu'un bébé ne voit pas encore les couleurs. Quand on est bébé, on est un peu à une vision un peu dans les grilles, on ne voit pas toutes les différences chromatiques. L'étude scientifique le confirme. À la naissance, bébé ne perçoit que le noir et le blanc, autrement dit les contrastes. Vers 5 semaines, il commence à réagir au rouge. Et le rouge est la première couleur qu'on voit. La vie commence donc en noir et blanc, puis l'enfant distingue le rouge et seulement après, l'enfant distingue le vert. Voilà pourquoi les fabricants utilisent beaucoup le rouge et le vert. Les rapports scientifiques conseillent également que pour séduire les bébés, il faut miser sur des jouets aux couleurs franches et intenses. Parce qu'il n'a pas le nombre de cônes et de bâtonnets, ces cellules qu'on a au fond de l'œil, qui sont identiques à l'adulte. Les cônes et les bâtonnets, c'est ce qui permet à la rétine, qui se trouve au fond de l'œil, de distinguer les couleurs. Ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les yeux de l'enfant peuvent enfin voir les 150 nuances de couleurs. Mais bien avant cet âge, les garçons et les filles ont déjà leurs préférences. Quand on a 18 mois, on commence à avoir des préférences. C'est vraiment l'âge des préférences de couleurs et on va avoir des préférences en fonction de son sexe. Voilà. Et les fabricants peuvent à nouveau s'appuyer sur leurs études. Les couleurs que les petites filles préfèrent sont le rose, le violet et le jaune. Validation auprès des enfants. Écoutez la réponse de la petite Axel, âgée de 4 ans, quand on lui demande les couleurs qu'elle préfère. La rose, beige, jaune, rouge, violet. Et c'est tout. Toujours selon cette étude, les garçons préfèrent le bleu, les couleurs métallisées, le gris et le rouge. Résultat, tous les fabricants vont dans ce sens et proposent aux petits garçons des jouets aux couleurs flash. Alors pourquoi y a-t-il autant de différences de goût entre les garçons et les filles? Cette fois-ci, la raison n'est pas scientifique, mais sociologique. C'est pas l'œil de femme qui voit mieux telle couleur que d'autres, c'est qu'en fait c'est un phénomène social et le fait de s'habiller, de voir des émissions à la télévision, des pubs dans la rue, des choses comme ça, en fait il y a comme ça une espèce de cohérence des couleurs qui vont se faire sur un sexe et sur l'autre. Après la vue, les fabricants de jouets étudient le toucher et là encore ils font appel à la science. Exemple avec une poupée qui paraît toute simple. Dominique Mélassou est responsable de recherche chez notre fabricant de jouets. Pour élaborer la peau idéale de ce poupon, cet ingénieur a carrément inventé une nouvelle molécule de plastique. Alors la plus grosse difficulté est effectivement d'arriver à exprimer et à traduire l'attente de l'enfant au niveau du toucher de la peau pour formuler le plastique qui convient effectivement. Formuler, ça veut dire inventer en laboratoire une molécule qui n'existait pas auparavant. Finalement, au bout d'un an de recherche
de différentes formulations, nous avons effectivement réussi à obtenir la formulation adéquate et à exprimer le toucher qui plaît aux enfants. 1 an de recherche pour adoucir la peau du poupon. La chimie fait des miracles. Mais la complexité du produit ne s'arrête pas là. Pour séduire totalement vos enfants, ce fabricant s'attaque à un autre sens, l'odorat. Moi, je dis que c'est le savon. La poupée, est-ce qu'elle sent bon cette poupée? Est-ce qu'elle sent le bébé? Moi, je dis bien quand elles sent la boue. Elles sent le bain. Elle sent le bain? Ouais, elles savon un peu. Elle sent le bain? Oui. Ah bon? Garçon. Je sens? Ah, elle sent le bain, le savon, oui. Cette petite fille ne s'en doute pas, mais cette odeur, c'est celle de la vanille que l'on voit ici. Pour cette poupée, on a reproduit la vanille en arôme de synthèse, un arôme injecté à l'intérieur du plastique. Voilà pour l'extérieur de la poupée, pour l'apparence. Mais le travail des scientifiques ne s'arrête pas là. C'est dans une autre pièce, à l'abri des regards, qu'ils conçoivent l'intérieur des poupées. Alors ici, c'est le bureau d'études, donc c'est secret, donc code secret. En effet, dans le ventre de la poupée, on y trouve un concentré de science. À commencer par les sons qu'elle émet. Ça paraît simple, la poupée pleure, rigole et babille. Cette voix que vous entendez, ce n'est pas une voix de synthèse, mais la vraie voix d'un bébé. Et pour cela, les concepteurs de la poupée ont fait de vrais castings. Ils ont sillonné toute la région à la recherche de la voix idéale. On a entre guillemets des chasseurs de sons avec des microphones omnidirectionnels. On est allé dans des maternités, on est dans des crèches, haltes-garderies, dans des familles. Puis on a enregistré des tas de bandes son. La bande-son est ensuite validée par des petites filles. Alors, quel style de voix ont-elles choisi? Les fréquences basses ne sont pas comprises, écoutées et reconnues comme des fréquences sympathiques par les enfants, en particulier les petites filles. Concrètement, les petites filles préfèrent les voix aiguës comme celle-ci. Mais pour obtenir un son parfait, il faut le modifier sur ordinateur, puis le compresser pour qu'il tienne dans cette minuscule puce informatique. Après des mois de recherche, le poupon peut enfin babiller. Mais l'avis du spécialiste ne s'arrête pas là. C'est encore lui qui décide l'endroit d'où sort le son. Et cet endroit, ce n'est pas la bouche. Donc voilà le son final émis par le poupon. Donc en fait, on aurait pu penser que le son puisse être émis par la bouche du poupon. Mais en fait, en fonction de jeu, la petite fille se colle le poupon près de l'oreille. Elle se le met sur l'épaule. Donc en fait, elle a l'oreille directement en contact avec le cou du poupon. Donc on a mis le haut-parleur sur le cou du poupon, ce qui nous a imposé de baisser un peu le son, étant donné que la sortie auditive est juste au niveau de son oreille. Avant 5 ans, en effet, les oreilles des enfants sont très fragiles. On a pensé à tout. L'objectif, c'est de vendre 130 000 exemplaires de ces poupons. Pour arriver à ce résultat, cet ingénieur a poussé le réalisme au maximum. Et là, c'est carrément de l'anatomie. On s'est littéralement inspiré du squelette humain. Donc les mouvements sont vraiment très proches de ceux d'une personne, entre autres au niveau des coudes, au niveau des épaules. Il a fallu 1 an pour élaborer ce simple squelette en plastique. On est loin de l'artisanat d'autrefois, mais ce squelette, c'est de la mécanique de haute précision. Donc pour chacun des membres ou chacune des articulations, les connexions des pièces entre elles sont ajustées au 10e, voire au 100e de millimètre. Après avoir étudié les couleurs du jouet, la texture et l'odeur de la peau, le timbre de la voix, et enfin le squelette, ce sont d'autres scientifiques qui vont maintenant tester le bébé. Pour cela, nous quittons le Jura, direction la banlieue parisienne et le laboratoire national d'essai. Pour que ces jouets ne soient pas dangereux pour vos enfants, on va leur faire passer toute une batterie de tests. Des tests dont certains, vous allez le voir, sont très étonnants. Sébastien Sucage est spécialisé dans l'évaluation du bruit des objets de la vie courante, c'est son métier. Derrière une triple porte blindée, la salle réservée à l'acoustique.
Ici, tous les sons sont absorbés grâce à des surfaces qui empêchent leur réverbération. Incroyable, on va tester le volume sonore de la poupée qui parle. Mais avant, il faut la placer à 50 cm des micros hypersensibles qui l'entourent. Pour trouver cette place, on utilise un laser. L'objectif est de savoir si le volume sonore de la poupée n'est pas dangereux pour les enfants. Le spécialiste fait pleurer la poupée, puis il va visualiser sur son ordinateur la courbe du son qu'elle vient d'émettre. Le seuil critique pour les oreilles des enfants est très bas. Pour des âges inférieurs à 5 ans, l'oreille de l'enfant n'est pas complètement formée, est encore en formation et les protections sont encore très fragiles. Donc ce poupon, eh bien, je l'ai mesuré tout à l'heure, il est tout à fait satisfaisant, il est conforme. J'ai mesuré tout autour de lui des niveaux inférieurs à 80 décibels. Deuxième épreuve, plus inattendue, vérifiez que cette innocente poupée ne va pas dérégler chez vous tous vos appareils électroniques. Ces pics absorbent les perturbations électromagnétiques du poupon. Aussi inoffensif qu'il soit, il peut perturber la bonne réception de la radio, faire de la neige sur l'écran de la télévision, entendre un sifflement dans la radio si le jouet n'a pas été bien conçu au départ. Pour mesurer ces perturbations, le poupon est positionné sur une table face à une antenne. La table et l'antenne peuvent tourner. Objectif, mesurer les perturbations dans toutes les positions possibles. Mais comment un si petit jouet peut-il générer des perturbations ? Les jouets qui intègrent des composants électroniques génèrent des signaux non désirés et ces signaux sont ensuite rayonnés par les différents câbles à l'intérieur du jouet dans l'environnement autour du jouet. En clair, il y a de l'électronique à l'intérieur du jouet. C'est cette électronique qui génère des ondes capables de perturber le fonctionnement de vos appareils électriques. Dernière étape, on va chercher à savoir si notre poupée peut être dangereuse pour les enfants. Derrière cette porte, c'est la salle de torture des jouets. Vous allez voir ce qu'on leur fait subir, c'est assez impressionnant. Premier test, vérifiez que les bras ne peuvent pas être arrachés. Ici, le bras cède avec 30 kg de tension. La norme est de 9 kg. Il est donc impossible pour un enfant de l'arracher. Pareil pour la tête, elle ne se sépare pas du corps. Autre test de sécurité, la résistance au feu. Les flammes ne doivent pas se propager à plus de 3 cm par seconde. Si la poupée réussit tous les tests, elle pourra enfin être commercialisée. C'est comme ça pour tous les jouets fabriqués en Europe. Conclusion, la mise au point d'un jouet, c'est presque aussi compliqué que la mise au point d'une voiture. Alors effectivement, les jouets, c'est une véritable industrie. Avec nous ce soir, Stéphane Clerget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Oui. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un bon jouet, qu'est-ce qu'un mauvais jouet? C'est vrai que c'est une question importante. Je pense que c'est d'abord à l'enfant de nous le dire. C'est-à-dire qu'un bon jouet, c'est un jouet choisi par l'enfant et un jouet avec lequel l'enfant a envie de jouer longtemps et pas uniquement... Parce qu'il y a des jouets comme ça très attractifs qui vont faire que l'enfant, ah, je veux ce jouet-là, et finalement y renoncer au bout rapidement de quelques heures ou de quelques jours. Le bon jouet, c'est finalement le jouet avec lequel l'enfant va jouer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et souvent, les parents projettent leurs envies ou leur idéal d'enfant et ils achètent à un enfant d'1 an les jouets de 2, aux enfants de 2 les jouets de 3 ans. Ouais. C'est bien ça ou pas? C'est souvent inutile parce que, encore une fois, l'enfant ne va pas forcément jouer avec ça. C'est bien que les parents projettent. De toute façon, c'est bien que les parents projettent sur leur enfant, leurs envies, leurs désirs. C'est indispensable. Il faut lui offrir le petit chimiste. Mais c'est très, très important. Il jouera avec, ne serait-ce que pour vous faire plaisir. Et avoir un papa content, c'est très important pour l'enfant. Toute autre chose, je vois autour de moi souvent des tout petits garçons attirés par des poupées. Oui. Il faut leur en offrir ou s'ils sont attirés, pourquoi pas peut-être que plus tard... A priori, en général, les papas n'ont pas tellement envie d'offrir à leur petit garçon une poupée. Vous avez raison, c'est plus les papas qui sont un peu conformistes là-dessus, mais parfois aussi les mamans. Vous savez, un petit garçon qui veut jouer à la poupée, c'est sans doute parce qu'il se destine à être père et qu'il a un père qui s'occupe de lui et qui s'occupe de lui de bébé. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus de petits garçons qui, justement, pour cette raison, veulent s'occuper voudront jouer avec des
des poupées ou des baigneurs, parce que de plus en plus de pères s'occupent des enfants petits. Donc s'il a envie de jouer avec une poupée, évidemment, c'est pas pour ça que plus tard il sera homosexuel, parce qu'assez souvent c'est ce qui fait peur. Et puis il faut savoir qu'un enfant qui joue avec une poupée ne le joue pas forcément avec le même imaginaire qu'une fille. La fille peut s'imaginer plus volontiers maman, le petit garçon non. Ce qui est important, c'est qu'à côté de ça, l'enfant sache qu'il est garçon, qu'il n'est pas fille, connaisse la différence des sexes, qu'il ait comme ça quelques informations. On voudrait avoir votre point de vue. Vous savez que les jeux vidéo, c'est 50% des jouets qui sont offerts à Noël. Certains jeux vidéo sont extrêmement violents et il y a des étudiants, des adolescents qui sont devenus totalement accros à ces jeux. Regardez la séquence qui va suivre. On a envie d'avoir votre point de vue de pédopsychiatre, votre point de vue ensuite. En France, 70% des adolescents possèdent une console de jeu. Mais attention, les jeux vidéo, c'est comme l'alcool. Il faut en consommer avec modération, car dans certains cas, on peut devenir accro. C'est ce qui est arrivé à Sylvain. Le virus, il l'a attrapé à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il travaille dans une salle de jeu en réseau. Ce métier lui permet d'assouvir sa passion de jour comme de nuit. Il est 2 h du matin, la salle est fermée. Mais Sylvain joue encore. Pour lui, c'est gratuit. Alors il joue 5 heures de suite, s'arrête un quart d'heure, puis il se remet à la console. C'est ça le problème, c'est quand on joue, on ne peut pas sortir du jeu. On est tellement imprégné dans le jeu, quand on joue pendant 5 heures, on a l'impression que ça fait une demi-heure qu'on joue et on ne s'aperçoit absolument pas du temps. Il est même arrivé que Sylvain risque l'épuisement. 6 jours et 5 nuits. J'ai déjà fait très souvent des 3 ou 4 jours d'affilée sans dormir et ne faire que jouer. Et même des fois où je ne sortais même pas pour aller acheter à manger ou des choses comme ça, il y avait quelqu'un qui allait. Aujourd'hui, Sylvain s'est un peu calmé. Désormais, il prend le temps de dormir entre 2 parties. À partir de 19 h, il travaille dans la salle de jeu pour gagner sa vie. Mais il reconnaît que sa passion pour les jeux vidéo l'a amené très loin. Plus rien d'autre ne l'intéressait. On a un manque quand on sort de l'écran. C'est une drogue. C'est une drogue où on s'aperçoit pas qu'on est drogué. On en a besoin et donc comme on en a besoin et que l'élément est là en plus, donc on le consomme obligatoirement. Sylvain n'a pas encore totalement décroché. Mais pour la première fois, il lui arrive de s'échapper de la salle de jeu. Stéphane Clerget, on s'est mis ici parce que c'est quand même plus ludique, plus festif et il y a plus de jouets. Juste un instant sur les jeux vidéo. Est-ce que c'est parce que je vois des jeux vidéo violents que je risque de devenir violent? Non, il y a des études qui montrent que les jeux vidéo ne rendent pas forcément violents, mais ne calment pas la violence. C'est vrai que c'est un moyen d'exprimer sa violence sans faire de mal à personne et sans se faire du mal, mais c'est un peu comme une batterie qui recharge, c'est-à-dire plus on roule. Ouais. Voilà, donc ça devient un peu plus violent, mais ça calme pas, alors que le sport, par contre... Et le sport collectif en particulier calme la violence, d'abord parce qu'il apprend les limites et les règles. Dans le jeu vidéo, on n'a pas de limites, on est sans règles, c'est pour ça que ça plaît tant aux adolescents. Et en plus, physiquement, il y a une baisse de la tension artérielle, il y a une sécrétion d'endorphine, c'est l'hormone du bien-être qu'on se fabrique soi-même, et qui calme et qui apaise. Donc ça, au contraire, le sport calme la violence que ne permet pas malheureusement les jeux vidéo. Le jeu vidéo, d'accord, du moment qu'il y a du sport après. Exactement. D'accord. Et les pistolets, les revolvers? Quoi? Pourquoi ils jouent au pistolet? Est-ce qu'on peut en acheter? Est-ce que c'est bien pour les enfants? Les mitrailleuses, les rayons laser, les bombes atomiques? Mais vous savez que c'est important ça, parce qu'aux États-Unis, les féministes militent pour qu'on n'achète pas ça aux garçons. C'est incroyable, évidemment que c'est important pour les garçons parce qu'ils en veulent. Et s'ils en veulent, pourquoi? Ils en ont besoin. Vous savez, le petit garçon à 3 ans, il prend ses distances avec sa mère pour justement devenir un homme. Parce qu'il reste trop collé à sa mère, il a peur de ne pas pouvoir se construire en tant que garçon. Elle lui a servi de modèle, c'est important qu'il s'en décolle pour pas être englouti par elle. Et le pistolet, il prend conscience que sa mère donnera la vie en tant que femme, enfin que les filles donnent la vie, mais que les garçons ne peuvent pas. Et alors il se dit, moi je vais peut-être partir à la guerre. Voilà, exactement. Pour pas être un meurtrier, il suffit qu'on lui apprenne très clairement qu'on n'a pas le droit de tuer en vrai, mais que dans sa tête, il fait ce qu'il veut. D'accord. Et au sujet des jeux vidéo, comment expliquez-vous qu'on puisse devenir comme ça accro à ce point? Il y a une vraie dépendance, mais l'adolescence, c'est l'âge de la dépendance, parce qu'on quitte la dépendance à ses parents, et souvent, c'est très facile de tomber dans une autre dépendance. Le jeu vidéo, pourquoi ça rend si dépendant? D'abord parce que c'est un âge où on s'ennuie beaucoup. Et l'ennui, c'est très bien l'adolescence, parce que ça pousse à sortir, ça pousse à se créer de l'imaginaire, à aller vers les autres. Le problème du jeu vidéo, c'est que
graphe, il y a un imaginaire prêt à porter, et du coup on n'a plus à s'en fabriquer, on n'a plus à aller vers les autres. Donc en ce sens-là, c'est dommage. Parfois les adolescents aiment bien parce que c'est une espèce comme de cocon. Ils sont vraiment dans un univers complètement virtuel, dans lequel ils peuvent prendre des risques sans risque, et surtout dans lequel ils sont complètement isolés des parents, et ça intéresse beaucoup les ados dont les parents sont extrêmement présents. On peut comprendre aussi comme ça l'intérêt pour les jeux vidéo. Alors pour les parents en tout cas qui n'aiment pas les jeux vidéo, qui n'ont pas envie d'en offrir à leurs enfants, il y a Jérôme qui lui a toujours de très bonnes idées, il n'aime que les jeux éducatifs, vous allez voir. Un petit réservoir en plastique ultra solide, voilà, je le mets ici. Encore une fois, une pompe à vélo, j'injecte de l'eau, faites bien le plein comme ceci, voilà. Vous mettez de l'eau qui va servir à la pousser. Ben, c'est exactement comme si vous mettiez du méthanol, voilà. Allez-y, on va faire la fusée Ariane, vous pompez une 30aine de fois. Alors, au début, dans le petit réservoir ici, arrive l'eau et ensuite l'air. L'air qui, plus je pompe, plus va être comprimé. Tout à l'heure, ça fuit déjà, mon Dieu. C'est bien déjà ça, cassé ma voiture. les jeux éducatifs comme ça, scientifiques. C'est des jeux comme ça, oui, c'est parfait. C'est encore une fois, si ça intéresse les enfants, je crois que ça intéressera plus les 6-10 ans. Mais j'ai l'impression que ça ne comprend rien. Et je pense que ça intéressera plus les garçons aussi. L'air comprimé va pousser l'eau vers l'extérieur, il va y avoir une action et de l'autre côté une réaction. Vous êtes prête? Je suis prête. On vise la caméra qui est là-bas. Allez, 1, 2, 3. En plus, ça fait douche. C'est bien. Hein. Oh là là. Il y a d'autres choses comme ça. Regardez, ça aussi, c'est un jeu intelligent. C'est un petit appareil à infrarouge. Et vous allez voir, c'est très amusant. En fait, on appuie dessus. Il a des petits détecteurs infrarouges sur le côté. Et alors, ce qui est amusant pour les enfants, c'est qu'à chaque fois qu'on s'en approche, plus on joue avec, plus ils cherchent à vous fuir. Ah, c'est extra, oui. C'est mis au point avec une équipe de chercheurs du CNRS. Ça a l'air de rien, mais ce petit jouet n'existait pas il y a quelques années encore, il était impensable. On va l'arrêter. Moi, j'ai un autre système de propulsion à vous proposer. C'est pas les voitures ou les fusées à réaction, c'est un petit robot. Ça se construit, il faut se faire aider de son papa ou de sa maman. Je sais plus où j'ai mis la boîte. Je vais arrêter mon ami robot. Et il y a un petit moteur électrique qui marche non pas avec une pile, mais avec une cellule photovoltaïque. C'est-à-dire que c'est la lumière qui se transforme en électricité. Oh là là, il y a de la lumière, ça marche. Il n'y a pas de lumière, c'est bien ça marche pour les pas. enfants, ça. C'est génial ce genre de jeu éducatif, mais c'est encore mieux quand il y a l'explication de Jérôme. Il faudrait que ce soit vendu avec la cassette. Je crois que le montage est très difficile en plus. Hein. Encore un petit peu, regardez, je vous le fais marcher comme ça. C'est à monter soi-même. C'est vrai que a priori, ça sert à rien. Je vais vous laisser rêver tous les deux, mais attention, je voudrais d'abord déjà dire que tous ces jouets, ils ont des normes de sécurité qu'on a en France. C'est pas le cas dans tous les pays. Parfois en France, on a des jouets qui arrivent. Heureusement, il y a les douaniers qui les interceptent. Des jouets qui sont fabriqués dans des pays étrangers qui n'ont pas les mêmes normes. On a comme ça vu une fois dans une dinette des biberons avec des tétines cancérigènes, fabriqués avec des matières cancérigènes. C'est très dangereux. Eh bien, regardez ce reportage. Les douaniers en interceptent pas mal. Regardez. Sur le port du Havre, des milliers de conteneurs. Ils proviennent du monde entier. À quelques jours de Noël, tous ces conteneurs sont pleins à craquer. La plupart sont remplis de jouets. La zone est sous haute surveillance car il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros. Alors forcément, les douanes s'intéressent à cette marchandise. Si les douaniers contrôlent les jouets de Noël, c'est parce qu'ils recherchent les jouets importés illégalement en France. Il s'agit souvent de copies qui ne répondent pas aux normes européennes. Donc à l'intérieur de ce conteneur, il y a des trottinettes, vélos et des pompes pour gonfler les pneus, tout simplement. Au total, 5 tonnes de cadeaux de Noël. Donc on va descendre de ces 3 cartons-là. Hein? Tous ces cartons vont être ouverts et inspectés dans les moindres détails. Principale préoccupation des douaniers, s'assurer que ces trottinettes et ces vélos ne présentent aucun danger pour les enfants. Donc on va sortir le produit. Pas de problème apparent pour les roues. Un détail attire l'attention du douanier, c'est le protège-guidon qui est en mousse. Il y a un problème dessus. On peut donc arracher la mousse très facilement. Cet arrachage de mousse peut, si l'enfant l'avale, provoquer un étouffement ou des problèmes de santé. Quand il y a de la mousse synthétique dans un jouet, le fabricant doit indiquer clairement qu'il y a des risques pour les enfants. Pour la mousse, nous avons, sur lequel j'avais un petit litige avec le représentant, nous avons la mention qui est bien apposée sur le carton que ce produit est destiné à des enfants de 5 à 10 ans. Les risques d'ingestion de la mousse sont souvent donnés pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Tout a l'air en ordre, mais l'inspection n'est pas terminée. Bah, attendez, ne le remettez pas, je vais quand même monter. On va juste en faire redescendre deux, je vais monter pour aller voir ceux du haut par contre. Les contrebandiers savent qu'en France, les normes sont très strictes. Alors bien souvent, ils cachent les jouets illégaux au fond des conteneurs. Ici, rien d'anormal. Mais quand on découvre des jouets importés illégalement, ils sont immédiatement confisqués et entreposés dans ce hangar.
Chaque année, les douaniers français saisissent 600 000 jouets qui ne répondent pas aux normes de sécurité ou de santé publique. La plupart de ces jouets seront détruits sur place. Dans ces cartons, des jouets très dangereux, des lapins en peluche avec du fil de fer, des canards dont les yeux sont mal cousus. Nous avons saisi des marchandises qui n'étaient pas conformes à la sécurité. Par exemple, ce lapin ou des fils de fer qu'on dépassait, c'est très dangereux pour les yeux des enfants. Cette marchandise est saisie et elle sera détruite. Il y avait 10 000 peluches de prévues qui devaient être commercialisées sur le territoire. Nous avons un autre exemple, par exemple ce canard. Les yeux s'enlèvent très facilement et donc l'enfant peut l'avaler. Autre danger, les matériaux avec lesquels sont fabriqués certains jouets de contrebande. Là, on va voir une marchandise dont un composant est dangereux pour la sécurité de l'enfant. Dans ce cas précis, la tétine est très dangereuse puisqu'elle est cancérigène pour l'enfant. Moins dangereux que les tétines de dinettes cancérigènes, mais tout aussi interdit, les contrefaçons de jouets qui arrivent par containers entiers juste avant Noël. L'emballage de cette poupée imite parfaitement une marque très connue. À quelques jours de Noël, il y a aussi des cadeaux pour adultes, et là encore, beaucoup de copies. Exemple, ces montres de prestige, ce sont des fausses. Cette fois, pas de danger pour la santé, mais là encore, on ne plaisante pas. Là, en l'occurrence, sont détruits comme des stupéfiants pour montrer la nocivité de cela. Voici comment finissent les faux cadeaux de Noël. Au pilon. Alors Vincent Châtelain, c'est vous qui avez réalisé ce reportage, le reportage sur les jouets également. Alors vous avez fait des trouvailles chez les douaniers, vous avez ramené quelques jouets qui sont très mauvais. C'est ce que m'ont envoyé les douaniers, ça c'est des peluches, des jouets, des poupées, etc. qui ont été saisis à la douane en arrivant sur le territoire français, notamment... Le marsupilami par exemple, comme ça il paraît tout gentil, inoffensif ce marsupilami. Regardez, quand vous tirez sur la barbe, eh bien, tout simplement, elle s'arrache. Regardez, et ses poils... Ah oui, ça c'est pas terrible, ça. Un enfant non, peut ils peuvent les être avaler. avalés par des enfants, c'est très dangereux. Ça étouffe les enfants. Le collier de barbe pas assez solide. Exactement. Recalé. Recalé. Autre jouet, autre exemple, avec par exemple ici ce petit chien. Qu'est-ce qu'il a de mal? Alors comme ça, encore une fois, inoffensif, Il y en a pas de un qui problème. lui manque un nez déjà. Alors il y en a un, il lui manque un nez, et puis regardez, on va l'ouvrir avec ce scalpel, et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de la bourre. Sauf que cette bourre, elle est très dangereuse, elle peut être avalée par les enfants, puis il y a un autre problème. À condition que les coutures s'ouvrent facilement. Évidemment, mais ces coutures justement ici, si on les regarde bien, elles tiennent pas du tout. Donc c'est une des raisons pour laquelle ce jouet a été recalé par les douanes. Je voudrais lancer un signal pour toutes les mamans qui auraient la mauvaise idée, le jour où la peluche de leur enfant est décousue, de remplir à nouveau, quand il n'y a plus de bourre, avec du coton. Eh bien, regardez. C'est naturel, le coton. Oui, mais alors c'est une très mauvaise idée. Vous avez rempli la peluche avec du coton et un jour votre enfant s'amuse avec un briquet et une allumette. Regardez ce que ça donne sur le coton. Oh là là. Ouh là là. Ça va très très vite. Alors qu'avec la bourre, c'est pas n'importe quoi qu'on vous met dans les peluches. Ça ne brûle pas. C'est du plastique qui est presque auto-extinguible. Voilà, vous voyez la différence. Ça brûle beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite. Donc surtout, ne remplissez pas de coton les peluches de vos enfants. Et ça, c'est la valise de torture? Exactement, c'est la valise de torture pour tester la dangerosité de ces jouets. Alors il y a un instrument qui est celui-ci que j'ai déjà placé sur l'œil de ce pauvre petit ourson. C'est un arrache-œil, c'est horrible. Oui, c'est un arrache-œil. Grâce à ça, qui s'appelle un dynamomètre, on va pouvoir savoir à quelle tension l'œil va pouvoir être arraché. Donc à quelle force de l'enfant? Exactement. Normalement, la norme, c'est 9 kg, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas avoir plus de force que 9 kg de tension. On va faire le test. Regardez l'écran. Voilà. Il a cédé à 76,8, c'est-à-dire 7,6 kg. Et un enfant pourrait avoir cette force-là, arracher cet œil et pourquoi pas l'avaler. Qui a fabriqué ce jouet? C'est un jouet qui a été fabriqué en Chine. On en a récupéré plus de 30 000 exemplaires par les douanes il y a 6 mois environ. Regardez ça, Églantine. Vous savez ce que c'est, ça et ça? Pas du tout. C'est le symbole du doigt d'un enfant, d'un tout petit, et d'un enfant un peu plus grand. Voilà. C'est pour tester si les enfants seraient capables de mettre leurs doigts, la taille standard. Ça fait partie de la panoplie des douaniers, ça. Oui, c'est dans la mallette. Et des instances de contrôle. Par exemple, dans un engin électrique, roulant ou mécanique. Si je peux mettre ça dans la partie mécanique, ça veut dire que l'enfant pourrait se coincer le doigt, se faire mal ou se blesser. Là, j'y arrive pas, donc pas de danger. Donc c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture, celle-ci a été agréée. Il y a autre chose, alors, ultra connu, vous connaissez ça? Pas du tout. Ah, si un jouet arrive à rentrer entièrement dans ce petit gobelet en plastique sans dépasser,
ça veut dire qu'il est tout petit, ça veut dire qu'il peut être ingéré par un enfant, ça veut dire qu'il faudra marquer sur le mode d'emploi, attention, déconseillé aux enfants de 36 mois. Vous voulez dire que ce petit appareil représente en fait le gosier d'un enfant? Exactement. Si un objet rentre à l'intérieur, ça veut dire qu'il est avalable par un gamin, ça veut dire qu'il faut l'interdire. Ça vraiment, faut prévenir les parents, attention, ce jouet est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, moins de 36 mois. Ça, c'est pas marqué, et vous connaissez le jouet, il est bien connu. Mais en revanche, un petit jouet comme celui-là, là, je crois que celui-ci... Oh, ça ne passe pas non plus, donc c'est bon. Il faudrait presque le déconseiller aux enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est la norme, c'est ultra connu. Tiens, toujours à propos des voitures radiocommandées, vous savez pourquoi est-ce que les antennes sont toutes molles, comme ça, toutes souples? Eh bien, pour pas que l'enfant se blesse. Et là aussi, il y a une norme pour le faire. Voilà l'objet en question. De l'autre côté, il y a un minuscule trou. Imaginez que ceci soit l'antenne émettrice-réceptrice de ma voiture radiocommandée. Si elle peut rentrer dans ce petit trou, c'est déjà mauvais signe. Et si elle est suffisamment rigide pour appuyer sur un petit ressort et faire fonctionner l'ampoule électrique qui est derrière, ça veut dire qu'elle est trop solide et trop rigide, qu'elle peut être dangereuse, carrément contondante. Ça veut dire qu'un enfant pourrait se percer un œil, par exemple. Et ça, cette antenne-là est interdite, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a fait soit recourbée, sauf qu'une petite perle au bout, soit carrément souple. On risque pas d'avoir les ennuis. Oui, c'est très, très, très sérieux, hein, le torture test des jouets. Grâce à la mallette de torture, il y a encore des tas d'objets extrêmement compliqués, extrêmement méchants. C'est impressionnant comme ils peuvent être. C'est une pince à gueux aussi. Oh, quelle horreur. Mais Vincent, il y en a beaucoup des jouets comme ça, très dangereux, qui ont été interceptés par les douanes? C'est-à-dire qu'en gros, il y a 370 000 jouets qui sont contrôlés par les douanes. Sur ces 370 000 jouets, il y en a un tiers qui sont recalés et qui sont quasiment immédiatement, c'est énorme, qui sont immédiatement détruits par les services des douanes. Bien, merci beaucoup Vincent. On va continuer à s'intéresser à notre spéciale fête. Cette fois, on va s'intéresser à votre dîner de réveillon. Et vous allez voir, là aussi, les scientifiques ont beaucoup de choses à vous apprendre. Dans 3 jours, c'est donc le réveillon de Noël, le fameux dîner de Noël. Alors en général, il commence avec du saumon, des huîtres, il se termine par la fameuse bûche et bien sûr, il ne faudrait pas oublier le champagne. Vous avez l'impression que ce menu traditionnel n'a pas changé depuis des décennies. Eh bien, détrompez-vous, tous les produits traditionnels de Noël ont évolué et cela grâce à la science. La preuve par exemple avec le saumon. Nous sommes de gros consommateurs en France, je crois qu'on est les 2e en Europe. Avant, le saumon était l'un des poissons les plus chers dans les étals, c'est aujourd'hui l'un des moins chers. On vous dit pourquoi, grâce à la science. C'est un reportage tourné en Norvège, au royaume du saumon. Comment est-ce que les scientifiques dopent ce poisson? Un reportage de Franck Gombert. Bientôt Noël, le Nouvel An et ses repas de fête. L'occasion de retrouver un poisson star, le saumon. Il aura fallu 3 ans de travail, 3 ans de soins méticuleux avec des techniques d'élevage très sophistiquées. Ce soir, nous vous invitons à remonter dans le temps et à découvrir l'itinéraire du saumon depuis l'œuf jusqu'à votre assiette. Cette histoire commence en Norvège, le premier pays producteur de saumon au monde. Et plus précisément ici, au milieu des fjords. On y crée les plus grosses fermes d'élevage du monde. Le saumon que vous allez manger jeudi est sans doute né ici, dans ces bâtiments discrets. Il fait encore sombre et pourtant, il est déjà 10 h du matin. Première étape pour le saumon, l'écloserie. En clair, c'est là que l'on fait éclore les œufs. Et cet homme, Øyvind Øyland, est chargé de veiller à cette éclosion très délicate. Il est vétérinaire et responsable qualité de la plus grande entreprise de saumon au monde. Alors ici, c'est notre nurserie de saumon de l'Atlantique. Et c'est là qu'on récupère les œufs et puis aussi qu'on récolte le sperme des saumons reproducteurs. Après ça, on fait éclore les œufs. Et puis par la suite, les saumons iront grandir en élevage. Tout commence dans ces bassins. Dans cette eau, il y a des centaines de mères saumons. Elles ont été sélectionnées en fonction de leur qualité génétique. Ce sont des pondeuses. Elles ne seront pas mangées. Elles sont élevées uniquement pour leurs œufs. Et la collecte des œufs de saumon, c'est très spectaculaire. Il faut faire vite pour que le produit reste frais. Extraire les œufs du saumon, ça se fait à la main. Regardez, chaque mère contient des milliers d'œufs. Une véritable richesse, car dans chacune de ces minuscules boules roses, il y a un futur saumon, un saumon que vous dégusterez dans 3 ans. Autant dire que chaque femelle rapporte beaucoup. Øystein Kielland, le directeur de l'écloserie, s'est amusé à faire le calcul. Il y a environ 10 000 œufs dans chaque poisson.
Chaque jour, on récupère 3,5 millions d'œufs. 3,5 millions d'œufs chaque jour, c'est énorme, mais ce n'est pas suffisant. Pour que ces œufs minuscules se transforment en 3,5 millions de saumons, il faut qu'ils soient fécondés par du sperme. Et là, c'est très étonnant. Le sperme de saumon, on le récupère lui aussi à la main. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le ventre du mâle. Une simple pression et le sperme jaillit aussitôt. La semence est ensuite placée dans des boîtes réfrigérées. Maintenant, il s'agit de féconder les œufs. Pour cela, on mélange le sperme avec les œufs, toujours à la main, directement dans ces seaux. Étonnant, mais ça marche. Dans la nature, ça se passe de la même manière. La mère expulse ses œufs dans la rivière et le sperme du mâle vient féconder les œufs. Il suffit d'1 millilitre de sperme pour féconder environ 4500 œufs. Quand on a mélangé les œufs avec le sperme, on les nettoie avec de l'eau salée. La fécondation ne prend que quelques minutes. Maintenant, il va falloir faire naître les bébés saumons. Pour cela, direction la pouponnière pour saumons. Elle se trouve de l'autre côté. Rentrer dans la pouponnière, c'est comme entrer dans une salle d'accouchement. Il faut se laver les mains et enfiler des vêtements stériles. Des précautions indispensables, car les œufs ne doivent pas être contaminés par des germes venus de l'extérieur. Pour que le bébé naisse, il lui faut une température adaptée. Voici donc les couveuses. Tous les À l'intérieur des cuves, la température est de 7,6 degrés, très précisément. C'est parfait pour les œufs. Une température plus élevée provoquerait des arrêts cardiaques chez les embryons de saumon. Visiblement, ces œufs sont très fragiles. Et c'est pour ça qu'une fois mis en couveuse, ils vont rester presque 2 mois dans ces cuves. Si on les garde 50 jours dans ces couveuses, c'est pour qu'ils deviennent suffisamment gros. Ils n'ont pas besoin de nourriture. L'œuf de saumon possède assez d'énergie en lui pour se développer. La plupart des œufs deviendront des saumons, mais pas tous. Certains œufs meurent dans les couveuses. Ce sont les œufs qui sont devenus blancs. D'autres œufs présentent des anomalies invisibles à l'œil nu. Pour détecter ces maladies, des spécialistes scrutent les œufs de saumon au microscope. Ainsi, ils sont capables de détecter si les œufs sont viables. Quand le résultat est positif, les œufs quittent les closeries pour un premier voyage. Ils sont transportés en bateau à destination d'une ferme d'élevage dans un autre fjord. C'est là que les saumons vont naître. La ferme, la voici. Sous ses tentes, des bassins couverts. Ces bacs sont remplis d'eau douce, car dans la nature, les œufs ont besoin d'eau des rivières pour se développer. 6 mois plus tard, les œufs sont devenus des petits saumons. Aujourd'hui, la ferme reçoit une visiteuse de marque. Charlotte Gilbert-Petain est française, c'est une acheteuse. Elle travaille pour une grande chaîne de supermarchés. Chaque année, elle achète 10 000 tonnes de saumon. Alors forcément, elle vient vérifier la qualité des poissons. Ils ont un système informatique en fait où tout est enregistré et on vérifie, on peut vérifier par exemple en 1999 exactement quand ils ont reçu du poisson, est-ce qu'ils les ont vaccinés ou pas, contre quelle maladie. Il a fallu 1 an pour que les œufs se transforment en poissons de 100 grammes. À ce stade, les saumons vont être transférés dans de l'eau de mer. Mais tous ne partiront pas. La sélection n'a rien de scientifique, elle se fait à l'œil nu. Quand leurs flancs deviennent argentés et lorsque les taches qu'ils ont sur le côté disparaissent, les poissons sont prêts à aller en eau de mer. L'autre technique pour savoir si les saumons peuvent affronter l'eau de mer est plus étonnante. Dans la nature, les saumons naissent dans les rivières. Tant qu'ils ne se sentent pas prêts à affronter l'eau de mer, ils luttent en permanence contre les courants qui les entraînent vers la mer. Mais quand ils sont prêts, ils se laissent dériver vers l'océan. Alors on a reproduit ce phénomène naturel à l'intérieur de cette cuve. Regardez par ce hublot. Ce petit saumon lutte contre le courant et il n'est pas prêt.
Au contraire, ceux-ci se laissent dériver. C'est le signe qu'ils peuvent rejoindre l'eau de mer. Ceux-ci vont donc quitter la ferme d'eau douce et embarquer vers leur prochaine destination, la ferme d'eau de mer. Voici cette ferme. Pour que les saumons ne se sauvent pas, ils sont parqués dans ces enclos marins. Des enclos qui descendent à 15 mètres de profondeur. Ici, les poissons sont nourris automatiquement grâce à ces canaux. La nourriture est très étudiée, ni trop grasse, ni trop maigre. Mais surtout, cette nourriture a une particularité, elle colore les saumons en rose, évidemment. Dans le milieu naturel, le saumon sauvage aujourd'hui qui a une couleur rosée récupère en fait cette pigmentation de petites crevettes et de petites écrevisses qu'il mange. Donc nous, on a redupliqué ça dans l'alimentation en mettant une pigmentation qui lui permet de récupérer une couleur identique à ce que l'on connaît dans le milieu naturel. Des saumons colorés, ne soyez pas choqués. On leur donne le même pigment qu'ils absorbent dans la nature quand ils mangent des crevettes. Les Norvégiens utilisent même ce nuancier pour vérifier que leur saumon d'élevage a la même couleur que les saumons sauvages. Autre curiosité, ici les saumons sont filmés 24 heures sur 24. Pour cela, il y a une raison. Avec les caméras, on vérifie que les saumons sont bien nourris. Et quand ils n'ont plus faim, on arrête la distribution de nourriture. Inutile de les gaver. 10 mois après son arrivée à la ferme d'eau de mer, voilà à quoi ressemble un saumon. Il pèse 4 à 5 kilos, il est à point pour son dernier voyage. Et c'est dans ces bâtiments qu'il va se transformer en filet de saumon. Derrière ces façades en bois rouge se cache l'une des plus grosses usines de saumon de Norvège. 40 000 tonnes de poissons sortent d'ici tous les ans. Ici, tout est automatisé, même le tri des saumons. Nous avons mis au point un tapis roulant qui est équipé d'une balance. Il pèse automatiquement les saumons et c'est le tapis qui décide où le saumon doit aller, en fonction de son poids. Et ce tapis magique est infaillible. Voici les saumons de 5 kg. Ils vont être transformés en filets. Ils sont découpés à la machine, mais la finition se fait à la main. Le but de cette opération, supprimer les petites membranes blanches que vous voyez sur ces images. Le saumon, en fait, accumule plus de graisse, les petites bandes blanches qu'on voit sur un filet, au niveau du ventre, en fait. Et cette partie-là, on la coupe complètement, parce que c'est vraiment très très gras, et aujourd'hui, le client n'apprécie pas de manger ce produit-là. Et comme rien ne se perd, les bandes graisseuses seront envoyées en Estonie pour en faire de la soupe. Dernière opération délicate pour les bons morceaux, l'ajout de la glace dans les caisses. Cette machine mesure la quantité exacte de glace nécessaire. Par exemple, pour 20 kg de poisson dans la boîte, elle va mettre très précisément 7 kg de glace. Cette précision est essentielle. S'il y a trop de glace, le poisson risque de geler. S'il n'y en a pas assez, il va pourrir. Nous arrivons à la fin d'un voyage de 3 ans. Les saumons en caisse vont être expédiés dans le monde entier. Et là encore, c'est l'affaire des robots. Celui-ci est commandé par un système de lecture au laser, un système qui déchiffre les codes barres. Grâce à cette lecture automatique, les caisses sont orientées vers leurs différentes destinations. Tant que le saumon était vivant, il fallait prendre son temps. Maintenant, il faut aller très vite. Ce poisson arrive dans un délai entre 2 à 3 jours sur nos entrepôts en France et le lendemain dans les magasins. Donc aujourd'hui, la chaîne est vraiment extrêmement rapide pour que le poisson soit le plus frais et qualitativement le meilleur possible. Un élevage devenu scientifique, des saumons élevés sur mesure et un conditionnement automatisé, voilà pourquoi le saumon est devenu accessible à tous. Il est désormais la star des repas de fin d'année et ça, ce n'est pas un poisson d'avril. Pour compléter ce reportage, regardez ces 2 saumons. Ils ont le même âge, mais ils n'ont visiblement pas la même taille. Ça, c'est un poisson sauvage. Ça, c'est un poisson d'élevage, beaucoup plus gros. Tout ce qu'on a vu dans le reportage, c'est ça qui permet de le faire grossir et grandir plus vite. Et en parlant du saumon, Jérôme, est-ce que vous savez pourquoi le saumon est rose? Non. Regardez, il y a plusieurs types de saumon. Vous voyez ceux-ci, ils sont bien roses, oui. Orange. Regardez celui-là. Vous voyez la différence de couleur si on les rapproche? Celui-là, c'est du saumon blanc. Eh bien, tout simplement parce que le saumon, il adore les crevettes. Et les crevettes, elles sont roses.
Et Pourquoi les crevettes sont-elles roses? Non, et celui-là, pourquoi est-ce qu'il est blanc? Parce qu'il vient de la mer Baltique et que dans la mer Baltique, il n'y a pas de crevettes. Il ne peut pas se nourrir de crevettes. Et pourquoi est-ce que les crevettes sont roses alors? Parce qu'elles-mêmes se nourrissent d'algues microscopiques qui contiennent des pigments rouges. Et donc à force de manger des crevettes roses, le saumon devient rose. Celui-ci n'a pas pu. J'ai une autre question à vous poser. On a vu que la Norvège était le premier producteur de saumon. Et savez-vous quel est le premier producteur au monde de saumon fumé? J'imagine que c'est la France quand même. C'est la France. Regarde le reportage. Nous sommes dans le premier pays producteur de saumon fumé du monde. Cela ressemble à la Norvège, mais c'est un pays que vous connaissez bien, c'est la France. Chaque année, notre pays fume 15 à 20 000 tonnes de saumon. Une technique qui se perpétue grâce à des petits artisans, comme Patrick Louvrier. Patrick Louvrier, c'est cet homme, installé en Bretagne depuis presque 20 ans. Ce fumeur artisanal n'a qu'une règle, la tradition. Et quand il reçoit ses saumons, c'est à l'œil nu qu'il en jauge la qualité. Il sait évaluer visuellement la qualité des poissons. Donc là, par exemple, on voit d'ailleurs à l'œil que le poisson est ferme, il a une couleur uniforme, il n'est pas trop gras. Un saumon que l'on va fumer arrive forcément frais et entier. Première étape, le nettoyage. Le surplus de graisse doit être enlevé, puis on découpe le saumon en filets. C'est fait à la main, bien entendu. L'étape suivante, c'est le salage. Là encore, pas de machine, on sale toujours à la main. C'est une étape essentielle, particulièrement surveillée par Patrick Louvrier. Là, on utilise du sel de haute qualité, c'est du sel de Guérande qui est très efficace au salage. Le sel a deux fonctions. Il ajoute du goût et il assèche légèrement le poisson. Moins humide, le saumon se conserve mieux. Avant de passer au fumage, les filets sont disposés sur des grilles. Ils y resteront 9 heures, le temps que le sel fasse son effet. 9 heures plus tard, on va le rincer. Après la sieste, la douche, pas d'arrosage automatique, tout se fait à la main. L'opération est manuelle, mais par contre, il n'y a pas de contact manuel avec le produit. Une fois rincé, le saumon va être séché. Puis c'est l'étape principale, le fumage. Ça se passe dans cette machine. Pas de chaleur excessive. À l'intérieur, la fumée est diffusée à moins de 30 degrés, un sauna plutôt soft. Le saumon va être soumis à ce régime pendant 4 heures. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle fumée. Explication derrière la machine, ici, on fait de la fumée sans feu. Ces deux machines sont les générateurs de fumée, les réservoirs à sure. Voilà la sure, c'est de la sure de hêtre. Alors cette sure donc, tombe sur une résistance qu'il allume et ensuite la sure se consume au sol. La sciure de bois chauffée à 450 degrés se transforme en braise, mais sans aucune flamme. C'est donc la braise qui produit la fumée à moins de 30 degrés. Patrick Louvrier nous livre un autre secret. Il n'utilise pas la sciure de n'importe quel bois. Il ne brûle que du hêtre, car il donne un goût délicat au saumon fumé. Mettons tout en œuvre pour arriver à avoir un produit qui communique le plus de plaisir possible. C'est une fumée qui est légère, aromatique, et qui n'est pas insistante, qui ne va pas masquer le goût du produit. 4 heures plus tard, le saumon est enfin fumé. Il ne reste plus qu'à le laisser reposer avant de le découper en tranches. Voilà comment, depuis des siècles, on fume le saumon. La technique est tellement éprouvée que l'on fume désormais également le thon, la sardine et même la crevette. Voilà, alors maintenant vous savez tout ou presque sur le saumon et le saumon fumé, mais il reste quand même quelque chose de très important. Quelques conseils. Quelques conseils, surtout comment choisir le saumon fumé quand vous allez au supermarché. C'est vrai que c'est pas évident en général, il y a plein de sortes différentes. Alors regardez, la première chose quand vous choisissez votre saumon, c'est qu'il faut qu'il ait une couleur totalement uniforme. Il ne faut pas que ce soit un petit peu plus clair à certains endroits, un petit peu plus foncé. Si la couleur est uniforme, ça veut dire que l'alimentation de votre saumon a été parfaitement menée. Ça peut vouloir dire aussi qu'on l'a pas salé comme on l'a vu dans le reportage, mais qu'on lui a injecté de la saumure avec des piqûres. Aussi. Donc c'est pas uniforme. Hein. Après, il faut bien regarder votre saumon. Ce qui est important, c'est que les espaces entre chaque nervure soient assez larges. Ça veut dire que le saumon, cette partie du saumon, a été prélevée sur l'avant du saumon. C'est la meilleure partie. Faites bien attention à ça. Et quelque chose de très très important, c'est ces petites taches sur les côtés. Ça arrive assez souvent. Vous voyez les taches brunes? C'est très mauvais signe. Ah bon? Non, c'est très très mauvais signe. Ça veut dire souvent qu'il y a une rupture dans la chaîne du froid. Sur l'emballage, hein? Sur l'emballage. Non, sur le saumon. Sur le bord. Et sur l'emballage, parfois vous avez quelques petites gouttes. C'est une sorte de sueur.
très mauvais signe aussi, parce que le saumon, ça doit être conservé entre 0 et 4 degrés. Il est très très sensible à la listeria. Ces gouttes de sueur, c'est peut-être parce qu'il a eu chaud pendant une partie du voyage. Exactement, donc très mauvais signe, n'achetez pas, voilà. On a parlé du poisson, et si on parlait de leurs œufs? Parce que Noël, c'est aussi oui, puis il y a plein de bonnes œufs. choses ici. Alors, si vous êtes riche, ou si vous êtes très amateur, je vous présente Monsieur Lesturgeon, enfin Madame, qui avait des œufs, et voilà le caviar. C'est très bon. Jérôme, on va pas se priver. Oui. Je peux? Oui, vous pouvez, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion. Allez-y, c'est pas tous les jours Noël. Soyons fous, soyez folles. Mangez le caviar, mais prenez une louche, enfin. Le caviar ne se mange qu'à la louche, enfin. Alors sinon, puis vous avez un petit peu moins cher, dans un peu moins de budget, c'est ça. Ça, c'est des œufs de lompe. La lompe, c'est quoi? Et la lompe, c'est un poisson. C'est un poisson qui fait des œufs comme ça. Alors, il y a le rouge et le noir, et c'est exactement pareil, sauf le colorant. Là, il y a du colorant rouge, là, il y a du colorant noir, mais le goût, c'est rigoureusement pareil. Les mêmes œufs. Oui, au début, ils étaient gris. On n'a pas de gris parce qu'on n'en trouve pas sur colorant. Ils sont soit là, comme ça fait joli, ça fait un peu caviar. Là, ça fait un peu les œufs de saumon qui sont aussi. Alors, ça, c'est des vrais saumons et c'est la vraie couleur. Mais la vraie couleur des œufs de lompe. Ça a exactement le même goût, mais ça n'a pas tout à fait le même goût que celui-là. Hein. Ah non, c'est pas tout à fait pareil, évidemment. Il y a aussi les œufs de cabillaud, on fait du tarama avec. Donc, la coloration, c'est uniquement esthétique. Oui, c'est pour faire joli. C'est pour faire comme le caviar ou comme les œufs de saumon. Merci beaucoup Jérôme, je vous laisse déguster. Après tous ces conseils, on va poursuivre avec notre prochain sujet. C'est toujours Noël et la science s'y intéresse toujours. On vous dit pourquoi Spécial Noël ne pouvait pas passer à côté de cet événement. Évidemment, le nouveau Disney, dessiné par Pixar. Le dessin animé dont tout le monde parle, le dessin animé que tous les enfants veulent voir, on parle de Nemo. C'est un film divertissant mais à la fois instructif, parce que Disney a essayé de coller le plus possible à la réalité du monde sous-marin. On va confronter ce qu'il dit et ce que les scientifiques pensent. Églantine, qu'est-ce qui est vrai dans ce film et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Eh bien, on va voir ça dans un instant, et d'ailleurs notre invité va nous aider, Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va d'abord montrer aux téléspectateurs quelques extraits de Nemo. D'abord le premier dans lequel on voit les parents de Nemo qui s'installent dans une anémone et puis on vous dit après ce qui est vrai ou pas. Alors Corail, quand tu disais que tu voulais la vue sur la mer, tu t'attendais pas à voir l'océan sous ton balcon, hein? Oh oui, au moins ici on décompresse, on respire. Franchement, il a pas assuré sur ce coup-là, ton bonhomme? Ça pour assurer, il assure. Non mais attends, c'était pas évident, hein? Il y avait des tas de poissons clowns qui avaient des vues sur cette anémone. Ah, je te dis pas la liste d'attente, ça a été la foire d'empoigne. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Effectivement, le poisson clown vit dans cette anémone, qui n'est pas une plante, qui est un animal vivant. Alors, l'anémone, dans chacune de ses tentacules, il y a de minuscules harpons dans lesquels il y a du poison. Et ça permet au poisson clown de se protéger de tous les éventuels prédateurs qui pourraient arriver. D'accord, l'anémone protège le poisson, mais le poisson, qu'est-ce qu'il amène, lui, à l'anémone? Eh bien, le poisson clown, il a une petite particularité, c'est que c'est un très mauvais nageur. Et oui, on peut être poisson et très, très mauvais nageur. C'est pour ça que lui, il a besoin de l'anémone. Oui. Mais en revanche, c'est un très vaillant petit soldat. À chaque fois qu'un éventuel prédateur pourrait arriver près de son anémone, c'est quand même son habitation, il attaque directement, il se défend. L'anémone y gagne, le poisson aussi, c'est ce qu'on appelle vivre en symbiose. L'un et l'autre sont dépendants. Et comment est-ce que le poisson clown, lui, fait pour ne pas être piqué par l'anémone, par le poison? Disney nous l'explique très bien, regardez. Allez papa, je vais être en retard. Tu as oublié de te brosser. Oh. Tu tiens vraiment à être piqué par cette anémone? Oui. Brosse-toi. Eh, tu oublies un endroit. Là. Voilà. Faut se brosser sur l'anémone. Eh bien exactement, c'est une petite danse qui n'est pas anodine du tout. À chaque fois qu'un petit poisson clown découvre une anémone, il veut s'installer chez elle, ça ne se fait pas en un instant. Il va faire une petite danse, ça dure 2 heures, il se frotte, il repart, il se frotte. Et à chaque fois qu'il se frotte à une de ses tentacules, il s'enduit de mucus. C'est une sorte de protection que possède déjà le tentacule, que lui a après, ça le protège de ce poison. Alors attention, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Il lui faut 2 heures à chaque fois. Et si ensuite le poisson clown doit sortir de l'anémone, quand il revient, à chaque fois, il doit recommencer la même danse. Dès qu'il s'éloigne pendant plus d'1 heure, il recommence la même chose pour à nouveau s'immuniser. Alors, il y a une erreur que m'a soufflé Alain Bougrain-Dubourg, c'est le papa poule. Le papa veuf, c'est pas possible. Non. Effectivement, dans la réalité, eh bien, Nemo, le père de Nemo marin ne serait pas un héros, mais une héroïne. Puisque le poisson clown est bien hermaphrodite, c'est ça, Alain? Il va changer de sexe, effectivement. Voilà, dès que la mère disparaît au début, meurt, eh bien ce papa clown sera obligé de se transformer, de changer de sexe et de devenir une maman clown pour s'occuper de son petit. Alors, où vit-elle, cette fameuse anémone, et le petit poisson clown qui va avec? Alain Bougrain-Dubourg. Dans toutes les zones où il y a des coraux extraordinaires, et singulièrement, on en trouve sur la fameuse grande barrière de corail. Dont vous revenez, comme oui, par hasard. bonheur, vous êtes en train d'y tourner un film.
un film qui s'appelle Microcéan et que je réalise pour Océanopolis et qui va nous permettre à Brest. C'est le grand centre de recherche et d'exposition de Brest. C'est un endroit tout à fait magique et je préfère voir les poissons dans des aquariums, des centres comme celui-ci, plutôt que peut-être on en parlera dans des petits aquariums chez les particuliers. Alors là, vous voyez des images. Vous faites un cadeau, vous nous avez ramené les premières images de la Grande Barrière. C'est où? Un peu de géographie. Alors c'est à l'est, au large du Queensland, à l'est de l'Australie. Ça représente près de 2300 km de long. Et ce sont des récifs dont les plus petits font moins d'1 hectare et les plus grands peuvent faire 100 km². Alors là, vous avez un peu de making-of. Le tournage, on est descendu avec des équipes en tournant en HD. C'est-à-dire on va projeter ces images, voilà, haute définition, en cinémascope, 16 mètres de long sur 6 mètres. Et puis là, vous avez. Et là, regardez, voilà, c'est une petite pouponnière de poissons. Voilà, exactement comme dans le film. Alors c'est assez émouvant parce qu'on a tous vu les images de Nemo et quand on a le bonheur de voir ces poissons dans la nature, on constate que le comportement est le même. Et là, il y a une chose merveilleuse, je pense qu'on va pouvoir le voir. Le poisson intervient périodiquement pour nettoyer, pour retirer les œufs qui pourraient être mauvais, pour conserver la ponte dans les meilleures conditions. Il faut savoir que le poisson clown, c'est d'abord la star des aquariophilies. C'est l'une des 5 espèces que l'on retrouve le plus vendues dans le monde. Et il y a une chose tout à fait intéressante, c'est que le programme des Nations Unies pour l'environnement vient en octobre dernier de sortir le premier rapport sur le commerce des poissons marins. On a contacté ce programme des Nations Unies et ils ont confirmé qu'à la suite de la sortie de Nemo, il y a eu un enthousiasme fabuleux et il y a une augmentation tous les enfants veulent un petit Nemo dans un aquarium. Des ventes de poissons clowns aux États-Unis. Et en France, on en vend habituellement environ 2000 dans l'année. Actuellement, si mes chiffres sont exacts, mais je pense que c'est le cas, on en vend 600 par semaine. Et alors là, ça explose. Actuellement, il y a 600 millions de poissons qui sont capturés chaque année pour satisfaire l'aquariophilie, qui sont vendus. Bon, sur ces 600 millions de poissons, vous avez 25 millions de poissons d'eau de mer. Or, il faut savoir que 99% de ces 25 millions sont prélevés directement dans la nature. Et dans des conditions qui sont ignobles. La majorité des conditions, on a quelques images, reposent sur 2 techniques. L'utilisation du cyanure. Sur une pêche globale, combien de poissons arrivent vivants ensuite dans les aquariums? Écoutez, vous prenez à peu près 100 poissons qui vont être récupérés de cette manière. Également, je dois dire qu'il y a la dynamite qui vont choquer les poissons, là, récupérer on voit les le survivants. Cyanure, là, justement, alors, en train d'être dispersé cyanure, sur la barrière de corail. Alors ça touche non seulement les poissons, bien évidemment, qui sont complètement groggy, comme on le voit actuellement. Ils ne meurent pas avec le cyanure. Alors, beaucoup meurent, mais on essaie de les endormir en vérité. Alors, vous en avez capturé 100, eh bien, il y en a 50 qui vont mourir immédiatement, il y en a 40 qui vont mourir dans le transport et il y en a 10 qui vont arriver en France. Et ce qu'on voit là aussi, c'est que le corail lui-même meurt. Le corail, évidemment, il ne résiste pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que le corail, il est déjà agressé dans la nature. Avec l'équipe de tournage pour Océanopolis, quand on a travaillé sur la Grande Barrière, on a vu qu'elle pouvait disparaître dans 10 ans. Donc voilà un milieu extrêmement fragile. C'est pas la peine d'en ajouter avec des conditions de capture odieuses, inacceptables. Donc en gros, si vous cédez à l'envie de votre enfant d'avoir un petit poisson, il faut demander, il faut être sûr qu'il vienne d'élevage. Voilà. Et de toute façon, sachez quand même que d'entretenir un poisson dans un aquarium marin, c'est extrêmement difficile. Pas dans un bocal rond, ça les rend fous. Ça les rend fous. Mais de l'eau douce, c'est quand même plus simple. Voilà, on a parlé d'une liaison entre une fiction et la science. Il y en a d'autres liaisons. Harry Potter et la science, c'est un livre, c'est pas un DVD. C'est intéressant à lire. Tout ce que vous voyez de fiction peut être expliqué par la science. Dans le même genre, évidemment, Hergé, avec Tintin, Dieu sait s'il a inventé des choses avec le professeur Tournesol. Mais où est donc le Temple du Soleil? C'est une enquête très complète et très bien faite sur les liaisons réelles ou l'imaginaire de Tintin. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg. On va poursuivre avec une toute autre séquence. Vous allez voir, elle nous emmène dans un autre univers. Dans une émission scientifique consacrée à Noël, on ne pouvait évidemment pas oublier le cadeau numéro 1 offert aux femmes. Le diamant. Il s'agit pas du tout, Jérôme, c'est gentil, vous en avez prévu un pour moi? Une rivière.
Non, je parlais du parfum, c'est le cadeau numéro 1. Chaque année à Noël, la vente de parfums explose littéralement. Alors le parfum, c'est un univers très particulier, c'est surtout un univers très secret. Les chercheurs ne divulguent pas leurs parfums. Alors comment invente-t-on un parfum et pourquoi y a-t-il autant de secrets autour de sa fabrication? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'un né. Il s'appelle Blaise Motin, il est créateur de parfums. Regardez comment ça se passe. Fès, au Maroc, la ville aux 1000 senteurs. C'est l'une des cités où les inventeurs de parfums viennent débusquer de nouvelles odeurs. Blaise Motin fait partie de ces aventuriers de la fragrance. Il est un inventeur de parfums. Dans le métier, on appelle cela un nez. J'adore cette odeur. C'est un côté très enivrant, très oriental. Ce genre d'endroit est propice à toutes sortes de choses parce que c'est une résonance extraordinaire de matières premières ici, d'odeurs. Ces matières premières, Blaise en a besoin pour fabriquer ses parfums. Au total, on a répertorié plus de 8000 essences de fleurs à travers le monde. Ces essences servent de base pour tous les parfums. Cela va de la rose au patchouli, du santal à des essences plus inattendues. Comme ici, la bergamote. Mais il y a plus rare. Voici le macé. C'est l'écorce d'un arbre, une découverte pour Blaise Motin. Ça, je vais en acheter. Ça, c'est nouveau pour moi. Je connais pas ce nom, masse. Est-ce que c'est possible d'avoir ce géranium, mais en la feuille? En feuille, oui. Voilà, en feuille. Oui, voilà. Séché. Séché, oui. Je vous suis. Inventer un parfum, c'est comme un jeu de piste. Aujourd'hui, Blaise Motin cherche une fleur qui l'inspire, le géranium séché. Mais il veut une variété rare. Ce commerçant sait où la trouver dans sa boutique. Derrière les shampoings se cache le produit recherché. Ces fleurs sont très chères et Blaise est prêt à payer le prix. Ah, ça c'est formidable. Oui. Voilà. Pour créer un nouveau parfum, Blaise va marier les bases. Les bases, c'est ce qui constitue un parfum. Il y en a autant que de fleurs et de plantes sur Terre, c'est-à-dire des milliers. Le travail du parfumeur, c'est de combiner toutes ces bases. Et pour cela, il faut d'abord faire l'inventaire de toutes les odeurs à sa disposition. Là maintenant, je vais essayer de répertorier un petit peu tout ce que j'ai acheté en matières premières et les ressentir dans cet univers. Blaise va marier les bases traditionnelles, comme la rose ou le lilas, avec les senteurs qu'il vient de découvrir au Maroc. C'est ce mariage qui va former le nouveau parfum. Pour créer un parfum, il faut à peu près 1 an. Créer un parfum peut prendre beaucoup plus de temps. On peut aller de 1 an à 10 ans, à 20 ans, une vie. Autre source d'approvisionnement pour les parfumeurs, les champs de jasmin. Ici, pas de touristes, ces champs sont réservés aux professionnels. Chaque jour, on y récolte 10 tonnes de fleurs exclusivement pour les parfumeurs. C'est quand même magique d'être ici parce que c'est un endroit très secret. C'est très difficile d'accéder à des exploitations de jasmin. À peine récolté, le jasmin est livré dans cette usine. On va le distiller dans cet alambic pour en récupérer la base. La méthode est ancestrale et le principe est simple. Dans cette étuve, les fleurs de jasmin sont mélangées à un solvant. Ensuite, les fleurs qui baignent dans le solvant sont chauffées. Résultat, toutes les molécules odorantes du jasmin s'évaporent de la partie gauche de l'appareil pour aller vers la partie droite. On récupère alors un liquide très concentré à la couleur or. C'est ce liquide la base de la fleur de jasmin. Cette base est très précieuse. Elle est stockée dans ces bidons verts. Ils sont à l'abri de la lumière et de la chaleur, mais aussi de la convoitise, car ils valent très cher. Donc nous sommes ici dans le coffre-fort de l'usine et nous avons l'équivalent d'1 million de francs de concrète de jasmin et qui va très vite être expédié vers la France. Chaque bidon vaut environ 140 000 francs. Et pour avoir un bidon comme ça, il a fallu environ 7 tonnes de fleurs. 7 tonnes de fleurs pour obtenir quelques kilos de cette cire précieuse. Avec tous ces ingrédients, notre parfumeur revient à Paris. C'est ici, dans une chambre discrète sous les toits, que se trouve son laboratoire. Alors maintenant, je vous emmène dans l'endroit le plus secret de mon activité. C'est là où je formule mes parfums. Formuler un parfum, cela veut dire en trouver la formule chimique. Sur ces étagères, des centaines de bases qui permettent d'inventer des parfums. Pour cela, Blaise Motin mélange les bases naturelles avec des produits de synthèse. Ce mélange est toujours à base d'alcool.
Le résultat, c'est la combinaison de plusieurs centaines d'odeurs différentes. Ça peut aller de 400, 500, 600. C'est non-stop. Jusqu'à qu'on arrive à un résultat concluant. Après plusieurs semaines, Blaise Motin arrive à la fin de son travail. Il ne lui reste plus qu'à enregistrer la formule secrète de son parfum sur son ordinateur. Il m'a fallu 4 semaines pour élaborer ce parfum. Je suis parti donc sur des bases roses existantes en y rajoutant, alors je vais vous montrer, bon pas toute la formule hein, parce que bon j'ai pris de la rose de Grasse en huile essentielle, j'ai du jasmin de Grasse, j'en ai mis 2% et jasmin Maroc 8%. Cette formule est directement envoyée à un fabricant. Et là c'est très étonnant, les ingrédients du parfum sont transportés par camion dans des cuves séparées. La base, les produits de synthèse et enfin l'alcool. Ensuite, tout est mélangé dans des grandes cuves, selon la formule du créateur. Mais ce n'est pas fini pour autant. Pour que l'alcool s'imprègne de tous les composants du parfum, le mélange va macérer pendant 56 jours. Voilà comment naissent les parfums. Un étonnant mélange de chimie et de magie. Des créateurs de parfums comme Blaise Motin, il n'y en a pas plus d'une centaine dans le monde entier. Blaise Motin, bonjour. Il y a beaucoup de gens comme vous qui sont capables de fabriquer un parfum? On n'est pas beaucoup. Je pense qu'on est à peu près 110 dans le monde à être capable de formuler. Hein. Il y a beaucoup plus d'évaluateurs ou de marques. 110 nez. Il y a 110 nez, oui. Alors, on a amené quelques-uns des multiples parfums qui sont commercialisés dans le monde. Il y a une chose qui nous a frappé avec Églantine, c'est qu'en général, le jus est jaune. Pourquoi? Écoutez, parce que la plupart des matières premières, après l'abstraction, enfin après la distillation des produits, on se trouve dans des couleurs très jaunes. Parce que même quand vous travaillez à partir d'une rose qui est rouge, ça donne du parfum jaune. Absolument. Dans la concentration, d'ailleurs, on regardera, vous avez vu leur reportage, hein, on voit bien, après l'extraction du jasmin, on obtient en absolu une concrète qui est très ambrée, qui est presque de cette couleur-là, alors que la fleur est totalement blanche. Alors ça, c'est très très professionnel, mais on peut même se fabriquer un parfum soi-même. Oui, regardez, c'est effectivement une vieille recette. Regardez, je mets dans ce flacon un peu de sauge, un peu de marjolaine, et un peu de romarin. Un peu de romarin comme ceci. C'est une vieille recette. Je crois que c'est la plus vieille recette connue d'un parfum alcoolique. Tout à fait. Il s'appelle la reine de Hongrie. C'est quoi ce que vous mettez là? Et c'est de l'eau de vie. Bah oui, parce qu'à l'époque, au XIVe siècle, on n'avait pas encore... Je vous ai pas dit que c'est une boisson. Hein. Mais ça se rapprochait un petit peu, voilà. Vous laissez comme ça, vous remuez de temps en temps, vous laissez une semaine au soleil. C'est la recette du XIVe siècle. C'est bien ce qu'il fait, le parfum de la reine de Hongrie au parfum de Hongrie. Alors, je l'ai fait il y a une semaine, et ça donne ceci. Tout à fait. Ça sent bon? C'est étonnant. C'est étonnant de savoir que la reine de Hongrie se parfumait avec ça. Au XIVe siècle. Vous en pensez quoi, ça a un peu changé. Goûtez-moi, enfin sentez-moi ça. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est l'évolution de l'alcool, l'eau de vie, qui a été transformée en alcool dénaturé avec le temps. Puisque l'alcool dénaturé n'a pas d'odeur. Parce que là, ça sent quand même l'eau de vie. Oui, on sent véritablement l'eau de vie. On a envie de le boire. On a envie de le boire. Se parfumer exactement. Avec, hein. Et c'est ce que faisaient d'ailleurs les gens. Ils se parfumaient, ils parfumaient les eaux de vie avec des arômes, et après, effectivement, ils la consommaient. Alors ça, c'était plus possible. C'était pas la vocation. Maintenant, vous utilisez toujours de l'alcool, mais sans l'odeur de l'alcool. Absolument. C'est-à-dire que l'alcool, c'est un alcool dénaturé, qui est tout à fait naturel, hein, qui est obtenu avec le sucre de betterave, puisque tous les parfums que l'on voit sont avec de l'alcool naturel. Avant, c'était le même produit pour boire et pour se parfumer. Oui. Maintenant, c'est déconseillé de boire du numéro 5 à table. Hein. Je crois, oui. Je crois. Alors ça, c'est un parfum qui était déjà réalisé au XIVe siècle. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en termes de parfum, on peut encore faire des découvertes absolument phénoménales. Vous nous avez rapporté ceci, c'est une fleur de tiare, ça vient de Tahiti. Personne n'a encore jamais réalisé un parfum avec cette fleur. Non. Vous êtes le premier à réaliser un parfum avec ça. Écoutez, je ne pense pas être le premier, puisque c'est un laboratoire et qui a des gros moyens, parce que pour créer un absolu ou une huile essentielle, il faut des gros moyens. La fleur elle-même coûte cher. La fleur coûte très cher, puisque c'est en fait une parcelle de terre qui se trouve à Moréa, et il faut payer les gens au salaire que l'on connaît, minimum, et donc il faut beaucoup de gens. Donc le parfum à la fleur de tiare est un produit très cher. Très cher. Et c'est pas du tout, c'est un des produits les plus chers du monde.
comme ce bois? Alors le bois de santal aussi, qui est ici, qui a 100 ans d'âge, il faut imaginer la durée de vie de cet arbre. Il a 100 ans et donc il pousse très lentement, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc c'est pour ça que le santal est très cher, aussi en huile essentielle, mais c'est un produit extrêmement magique. Les plus beaux accords dans la parfumerie qu'on puisse trouver, c'est les essences de rose avec des huiles essentielles de santal. C'est magique. Et cette pomme séchée, c'est quoi? Alors ça, c'est pas une pomme séchée, ça vient direct du nord de l'Italie, c'est une bergamote. C'est comme ça une bergamote? C'est comme ça une bergamote. C'est magique. Alors c'est pas comestible, mais en revanche c'est extrêmement olfactif, c'est sublime. Et voilà, ça n'a rien à voir avec le citron. Ça sent fort là déjà, juste comme ça. Ça sent fort. Si vous vous intéressez au parfum, je vous interromps juste un instant. C'est pas pour vous parce que vous le connaissez tous. C'est des cadeaux pour se permettre de rentrer un petit peu dans cet univers qui est formidable. L'encyclopédie du parfum, c'est à la fois des petits flacons, des petites fioles et un CD-ROM pour jouer avec. C'est pas bête du tout. Il y a la route des épices. Là encore, c'est un jeu de société qui se marie avec un jeu de devinette. Qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent le poivre. Qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent la vanille. Et puis celui-ci, pour devenir un parfait nez. Oui, pour apprendre à aimer, à éduquer son nez. Vous faites une éducation de votre nez tous les matins. Oui. Le loto des odeurs, là encore, c'est un jeu assez drôle où on apprend à reconnaître l'odeur du cassis, ou bien l'odeur de la lavande, ou bien l'odeur du biscuit. Voilà. Alors, est-ce que vous élargissez votre univers olfactif à... Ça sent le petit beurre, ça sent le biscuit, c'est impressionnant. Regardez, ça vous rappellera le goûter de 4 heures. Ah oui. Alors vous vous intéressez aussi à ces odeurs-là. C'est très nouveau. Effectivement, j'ai découvert des génies, parce que la parfumerie et tout ce qui est créatif mène à dans des différentes voies. Et j'ai rencontré un pâtissier, les chefs pâtissiers, des gens passionnants, qui m'ont fait découvrir effectivement les arômes alimentaires. Alors ça, c'est ma nouvelle passion. C'est ce qui donne de l'odeur aux aliments. Absolument. Alors, et en plus, à 0 calories. Alors ça, je trouve ça épatant parce que... C'est quoi ça? Alors, voilà, on a des arômes saveur beurre. C'est extraordinaire. Alors, dans les pâtes, uniquement à l'eau, voilà. Je mets un peu de beurre, là, 0 calories. Comme si je mangeais des pâtes au beurre. Ah, c'est formidable. Mais ne pas. Ah, mais je vous le conseille. Ça sent très fort le beurre. Ah, ça sent très fort le beurre. Quelques gouttes suffisent. Ah oui, oui. Mais ça ne donne que l'odeur du beurre, ça ne peut pas remplacer le beurre. Alors, justement, en découvrant ces arômes extrêmement puissants sur le beurre, je me suis dit, pourquoi pas faire des accords? Et alors, j'ai découvert ça avec ce pâtissier qui m'a dit, attends, moi je vais t'emmener, comme ça, voir des producteurs. Ce qu'on a vu dans le reportage sur les arômes, ça c'est absolument passionnant parce qu'on rencontre des chimistes qui ont réussi à faire des arômes alimentaires qui permettent de la libre voie à des créations exceptionnelles dans les aliments. Merci beaucoup. On continue notre On vous dit pourquoi spécial Noël avec la nouvelle séquence qui est celle de Jérôme. Ce sont les pourquoi de Jérôme. Il est temps de passer à la question du téléspectateur. C'est notre rubrique pour Jérôme. Alors c'est Noël, mais c'est aussi l'hiver. Et notre question est au sujet du verglas, une question scientifique. C'est une téléspectatrice du Jura qui se demande pourquoi est-ce qu'on met du sel l'hiver sur le verglas. Je suppose que c'est le sel qu'on met sur les routes. Oui, mais il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que le sel adore l'eau. Le sel aime l'eau. Il ferait tout pour en avoir. La deuxième chose, vous le savez déjà, c'est que l'eau salée ne gèle pas. En tout cas, elle gèle très difficilement. Oui, l'eau de mer, il fait moins 10 degrés sur la côte. La mer, elle n'est pas gelée pour autant. L'eau salée ne gèle pas. Alors voilà, une fois que vous savez ça, vous avez quasiment tout compris, mais que ce soit un petit peu contradictoire. Il pleut et il fait très, très froid. Il pleut, la neige, la pluie tombe sur la route et pof, elle gèle. L'eau se transforme en glace, on appelle ça du verglas. Si une voiture qui passe, zzz, fait la voiture. Une horreur. Si, en revanche, vous aviez mis un petit peu de sel avant, l'eau qui tombe devient de l'eau salée avec le sel qui est ici. L'eau salée ne gèle pas. Ça descend un petit peu de température, c'est vrai. Ça baisse un petit peu. Mais c'est pas grave, parce que l'eau salée, comme l'eau de mer, ça ne gèle pas. Mais ça, c'est dans le cas où on a mis du sel avant que ça gèle. Mais si l'eau est déjà verglacée? Pas de problème. Imaginez, la route est déjà verglacée. C'est-à-dire qu'elle est couverte de cristaux de glace. L'eau, elle est construite avec des cristaux. Les voilà, très, très symboliquement. Hein. Alors là, c'est simple, soit vous mettez du sel, soit vous mettez du sel un petit peu mouillé, ça se voit quelquefois, soit si vous pouvez, de la saumure, de l'eau de mer, de l'eau salée, quoi. Parce que le sel adore l'eau. Allez hop, on verse du sel, ou même du sel comme ça, avec les voitures qui vont rouler dessus, ça va petit à petit faire une petite plaque d'eau. L'eau va s'infiltrer, va casser tous les cristaux de sel les uns après les autres. Le sel adore l'eau, il ferait tout pour en avoir. Il est prêt à se battre contre les cristaux, à transformer les cristaux en eau. Il n'y a plus de glace, il n'y a plus de cristaux, il n'y a plus que de l'eau. Le seul problème, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que le sel, en cassant les cristaux,
il dépense beaucoup d'énergie. Il a besoin de prendre de l'énergie dans son environnement. Il prend des calories. C'est pour ça que ça refroidit un peu le tout. On a vu tout à l'heure que, vous avez vu, 0 degré, moins 10 degrés, ça avait baissé de température, mais on s'en fiche, parce que c'est de l'eau salée et que l'eau salée ne gèle pas. Voilà. Et alors, ce qui est formidable, Jérôme, c'est que vous avez même trouvé une utilisation particulière à cette propriété du sel, de l'eau salée. Quand on met du sel, alors voilà un seau à glace. Bon, elle est à 0,2 degrés. Voilà, c'est de la glace toute bête, toute simple. Je mets du sel à l'intérieur, un gros paquet de sel, et je mélange. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même chose que sur la route tout à l'heure. Faire baisser la température. Ça va transformer le glace en eau, mais pas tout de suite, hein, évidemment. En attendant, pour casser ces cristaux de glace, le sel là, il a besoin d'énergie. Il pompe tout ce qu'il peut dans son environnement, et qu'est-ce qui se passe? Ça refroidit encore plus. La glace qui était à 0 et quelques, vous allez voir en quelques instants, elle va passer à -5, -10, on arrive même à -15 degrés. Ça va pas durer très longtemps, faut en profiter. Tiens, donnez-moi cette bouteille de champagne. Les invités arrivent par surprise, il faut pas les mettre au congélateur, ça ne se fait pas. Je vais sabrer le champagne, je vais frapper le champagne, voilà. Après, ça va devenir de l'eau salée, il faudra la remplacer normal. Mais pendant quelques instants, pendant que ça pompe de l'énergie, pendant que ça casse les cristaux de glace, avant que ça ne se transforme complètement en eau, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça continue, moins 15 degrés, effectivement. Moins 15 degrés, ça marche très bien. Très simple. C'est une recette toute simple. Merci beaucoup, Jérôme. Le mois prochain, on se retrouve. Vous répondez à nouveau à une question du téléspectateur. Alors, si vous voulez poser une question scientifique à Jérôme, je vous le rappelle, vous allez sur notre site internet www.france2.fr. Posez votre question, Jérôme y répondra. À la rubrique, on vous dit pourquoi. On poursuit maintenant notre enquête scientifique sur le réveillon de Noël. On va s'intéresser aux huîtres. Dans 3 jours, on va tous déguster des huîtres. Eh bien, figurez-vous que ces huîtres ont bien changé depuis nos parents et nos grands-parents. Et oui, les scientifiques aussi se sont intéressés aux huîtres. Ils ont presque réussi à créer l'huître idéale. Cette huître idéale, c'est un reportage de Franck Gombert. Nous sommes en Charente-Maritime, et plus précisément à Marennes-Oléron, un endroit réputé pour ses huîtres. À Marennes-Oléron, les huîtres, c'est plus qu'une tradition. C'est de l'histoire antique. Ce sont les Romains qui ont commencé l'exploitation. Cela fait donc 2000 ans que des hommes comme Jacques Baron produisent les fameux coquillages. Les huîtres, ça demande de l'attention. Alors chaque matin, à l'aube, Jacques Baron part sur son bateau. Cette exploitation, il l'a reprise il y a 25 ans, avec sa femme. Le père de ma femme était un petit ostréiculteur qui partait à la retraite. Et il nous a dit, je pars, je vous cède le peu que j'ai, je vous le cède, je vous le donne gratuitement. Pour apprendre à élever des huîtres, il n'y a pas d'école. Comme tous ses confrères, c'est donc par le bouche à oreille que Jacques Baron a appris son métier. Et la connaissance se transmet oralement de génération à la génération suivante. Quand j'ai un problème dans mon exploitation, je ne vais pas voir dans un gros bouquin, une grosse bible pour me sauver. Par contre, je vais voir l'ancien, comme c'est un métier de passion. Même le type qui est à la retraite depuis 10 ans, il ne peut pas s'empêcher de venir voir aux cabanes comment ça se passe. Et lui, dans ses 40 ans d'exploitation, ça lui est arrivé peut-être, ou alors son grand-père, ou alors un de ses voisins, et il nous donne la petite combine pour sortir de là. Mais aujourd'hui, le savoir des anciens ne suffit plus. Il faut aussi faire appel aux scientifiques. Sans eux, il n'y aurait sans doute plus d'huîtres en France. D'un côté, tu as un discours très technique, basé sur la connaissance scientifique. Donc A plus B égale C, c'est comme ça. Et de l'autre côté, nous on a les ostréiculteurs qui sont toujours les pieds dans l'eau, dans les cuissardes. Et on est observateurs du milieu. Les hommes de science, ils sont ici, à La Tremblade, juste en face de Marennes-Oléron. Nous sommes à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer. Cet homme s'appelle Philippe Gouléquet. Ce scientifique consacre sa vie à l'étude des huîtres. Et ses études ne sont pas inutiles. Il y a 30 ans, ses collègues ont sauvé l'ostréiculture française. Dans les années 70, une maladie avait touché les populations d'huîtres creuses françaises et en l'espace de 2 ans, toute la production s'était quasiment effondrée. À l'époque, il avait fallu faire une introduction massive d'huîtres venant de Colombie-Britannique, du Canada et du Japon pour pouvoir soutenir la profession et relancer des populations naturelles d'huîtres. Impossible de réintroduire un nouveau type d'huître sans l'aide des scientifiques. Eux seuls sont capables de détecter les virus qui pourraient anéantir l'espèce. Ils ont donc créé cela, un conservatoire des huîtres.
RSGX 8715, RSG 0001, derrière ces matricules barbares, l'Ifremer conserve presque toutes les espèces d'huîtres qui existent sur Terre. Il recherche celle qui pourra être implantée en France en cas de nouvelles maladies. Donc l'objectif ici, c'est de bien étudier les espèces qui éventuellement pourraient remplacer à l'avenir l'espèce que l'on utilise à l'heure actuelle. Pour l'instant, pas de nouvelle épidémie à l'horizon. Jacques Baron élève ses huîtres comme le faisaient ses ancêtres avant lui. Ces coquillages sont élevés dans la baie et tout est fait à la main. Surtout, il revendique un élevage 100% naturel. Mais le naturel, pour des huîtres, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de nourrissage artificiel, on n'a pas de traitement avec des antibiotiques et des hormones de croissance. C'est exclusivement le climat, la qualité de l'eau qui nous intéresse. Et c'est là le paradoxe. Pour que les ostréiculteurs, ces artisans de la mer, puissent produire des huîtres naturelles sans produits artificiels, il faut que la science crée une huître plus résistante aux parasites et aux maladies. Là encore, les scientifiques ont relevé le défi. Philippe Gouléquet nous emmène à la découverte de ce qui pourrait être demain l'huître idéale. Et pour créer ces huîtres révolutionnaires, les scientifiques ne se sont pas servis des OGM. Ils ont utilisé les techniques classiques de fertilisation, comme sur ces images. Ils ont simplement croisé les huîtres les plus résistantes entre elles. Et après 20 ans de travail, les résultats sont impressionnants. On a une souche qui présente un taux de survie de l'ordre de 50 à 60% supérieur à ce qu'on peut avoir dans le milieu naturel. Voilà pour les parasites et les maladies. Mais Philippe Gouléquet travaille aussi sur un autre ennemi des huîtres, un ennemi bien visible. Et oui, malgré leurs coquilles dures comme de la pierre, les huîtres ont un prédateur très inattendu que nous connaissons tous, le bigorneau. Jacques Baron connaît bien cet ennemi. Tous les jours, il retrouve sur ses huîtres des bigorneaux comme ceux-ci. Malgré leur air inoffensif, ce sont des grands dévoreurs d'huîtres. Ça, c'est ce qu'on appelle le bigorneau perceur. Et lui,